Donc je vais démarrer ce nouveau chapitre pour vous parler des suites de contrôle. Donc comme leur nom l'indique, ce sont des mécanismes qu'on peut utiliser dans un programme pour contrôler la manière dont les instructions seront exécutées par l'ordinateur. Parce que les programmes qu'on a jusqu'à présent donc regroupent des instructions alignées les unes après les autres. Donc l'exécution se fait de manière séquentielle. L'ordinateur vient et exécute toutes les instructions dans l'ordre. Au lieu de faire une exécution séquentielle, on peut faire de sorte que l'ordinateur fasse une exécution dans un certain ordre qui sera déterminé par des conditions qu'on va fixer. Par exemple, on peut aussi agir sur la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un groupe d'instructions sera exécuté. Sur la fréquence, donc, on peut agir sur cette fréquence en utilisant aussi ce qu'on appelle des cycles de contrôle. Maintenant, l'intérêt des cycles de contrôle, c'est pour, comme leur nom l'indique, avoir un contrôle sur l'exécution du programme. Par exemple, si je reviens sur l'exemple du programme H qu'on vient de voir, ou bien du programme cercle que vous avez fait, donc on peut ajouter des contrôles. Par exemple, pour l'âge de l'utilisateur, le programme âge, l'utilisateur, par exemple, il peut donner une année de naissance qui est négative. Si vous ne faites pas un contrôle, donc le programme peut calculer une année, un âge qui n'est pas correct. Parce que s'il donne une année négative, donc il y aura l'âge qu'il va afficher ne sera pas correct. L'ordinateur aussi, l'utilisateur peut donner une année qui est supérieure à l'année courante. Par exemple, on est en 2020, on lui donne votre année de naissance, il donne 2980. Par exemple, il peut le faire délibérément ou bien il peut se tromper. Au lieu de taper 1980, il tape 2980. Donc votre programme va afficher que l'utilisateur a comme âge 980 parce que le programme va faire 2000 moins 2980. Il va même lui afficher moins 981. Ça aussi, c'est pas correct. Donc, pour éviter que l'ordinateur affiche des valeurs erronées, on peut faire utiliser des contrôle. On peut lui dire d'afficher l'âge uniquement si telle condition est vérifiée ou non. C'est-à-dire on peut lui poser des conditions pour faire telle ou telle autre chose. Pour cela, donc, il faut utiliser une suite de contrôle. On peut aussi vouloir que le programme fasse un nouveau calcul. Par exemple, il calcule le rayon d'un cercle. Il reçoit le rayon d'un cercle, il affiche les caractéristiques. Donc, avec les exemples que je vous avais donnés, après avoir affiché les caractéristiques, le programme se termine. Mais on aimerait pouvoir recommencer avec un autre cercle sans que le programme ne s'arrête. Au lieu que le programme s'arrête après le premier cercle, mais on aimerait que le programme continue avec un autre cercle. Dans ce cas, par exemple ici, bon, ça c'est le programme d'Ismaïla qui a géré ces trucs. Je vais prendre le programme d'un autre. Par exemple, le programme d'Aïssénobou. L'utilisateur donne un cercle, un rayon, 2,5. Le programme lui affiche les caractéristiques et se termine. Pour calculer les caractéristiques d'un autre cercle, il faut que l'utilisateur demande à l'ordinateur de relancer l'exécution. Donc, il faut relancer l'exécution. Donc, ça, c'est fastidieux. Le programme devrait pouvoir nous permettre de recommencer. Pour cela, il faut utiliser une suite de contrôle répétitive pour faire ces répétitions-là. Donc, avec les outils dont vous disposez jusqu'à présent, vous ne pouvez pas gérer ça. Maintenant, il faut utiliser aussi ce qu'on appelle les suites de contrôle pour pouvoir faire des programmes plus évolués, plus complexes. Pour prendre en compte, pour pouvoir faire des traitements évolués. Donc, c'est ça l'utilité des suites de contrôle. Donc, on va commencer par la première suite de contrôle.
C'est la suite du contrôle conditionnel if. Donc c'est une suite de contrôle qui utilise des conditions pour déterminer quel est le groupe d'instructions que l'ordinateur doit exécuter. Donc l'exécution donc ça permet donc de choisir le groupe d'instructions à exécuter en fonction de la valeur d'une ou de plusieurs conditions. Maintenant, une condition, c'est une expression de type booléen. C'est une expression qui a comme valeur vrai ou faux. C'est ça qu'on appelle condition en programmation. Donc, comme les opérations logiques ou bien les opérations de comparaison, ce sont des conditions. Parce que ce sont des opérations qui donnent comme résultat vrai ou faux. De même, une variable de type booléen est une condition parce que sa valeur, c'est égal à vrai ou faux. N'est-ce pas? Donc, avec ce système de contrôle, on va dire à l'ordinateur d'exécuter tel ou tel groupe d'instructions selon telle ou telle condition. Donc, on va mettre des conditions. Maintenant, comment on l'utilise? Voici la syntaxe générale de ce système de contrôle. Donc, on met le mot if. If, ça veut dire si. C'est un mot anglais. Vous connaissez tous if. If, ça veut dire si. Donc, on met une condition ici, une première condition. Donc, dans le cas général, on peut avoir plusieurs conditions. C'est pourquoi je mets n conditions. Mais dans le cas le plus simple, on a une seule condition. Donc, j'ai mis la syntaxe générale, mais on peut avoir des cas particuliers. Donc, on met le mot if, on met une première condition ici. Donc, on met entre parenthèses la condition. Donc, si la condition est vraie, alors l'ordinateur doit exécuter le groupe d'instructions qui est là, mais il va ignorer les autres. Maintenant, si la condition 1 n'est pas vraie, donc s'il y a une deuxième condition, il va le tester pour voir quelle est sa valeur. Si cette deuxième condition est vraie, il exécute le groupe d'instructions qui est là, que j'ai mis entre accolades. Il ignore les autres. Si cette condition 2 n'est pas vraie, il va tester la troisième condition, ainsi de suite. Si c'est la condition n qui est vraie, c'est le groupe d'instructions qui est là qui sera exécuté, il ignore les autres. Maintenant, on peut avoir un dernier cas alternatif, c'est-à-dire sans condition. C'est-à-dire si aucune des conditions listées n'est vraie, n'est vérifiée, alors il va exécuter le groupe d'instructions qui est dans la partie else. Else, ça veut dire sinon. Donc, on a plusieurs conditions, mais dans le dernier cas, on n'a pas de... Dans la partie où on a seulement sinon, c'est-à-dire si aucune des conditions n'est vraie. Sinon là, qui n'est pas accompagné de conditions, signifie si aucune des conditions précédentes n'est vraie. Alors, il exécute le groupe d'instructions qui est là. Donc, ça veut dire si condition... Donc, je répète donc, le fonctionnement. Donc, si condition 1 est vraie, alors le groupe d'instructions est exécuté, le groupe d'instructions 1 est exécuté, et les autres sont ignorés. Sinon, si, donc else if ça veut dire sinon si. Si la deuxième condition est vraie, alors le groupe d'instructions doit exécuter et les autres sont ignorés, ainsi de suite. Sinon, si c'est la condition n qui est vraie, c'est le groupe d'instructions n qui est exécuté et les autres sont ignorés. Sinon, c'est le groupe d'instructions là qui est exécuté. Sinon, je n'ai pas mis de condition, ça veut dire, ça sous-entend, si aucune des précédentes conditions n'est vraie. C'est ça ce que ça signifie. Maintenant, un groupe d'instructions peut être composé uniquement d'une seule instruction, mais aussi peut contenir plusieurs instructions. Donc, le groupe d'instructions peut contenir une ou plusieurs instructions. S'il n'y a qu'une seule instruction dedans, dans ce cas, les accolades là ne sont pas obligatoires. Mais s'il y a plusieurs instructions, vous devez les mettre obligatoirement entre accolades. Sinon, vous aurez une erreur à l'exécution. Mais s'il y a une seule instruction, vous pouvez ignorer les accolades. Vous pouvez aussi mettre les accolades. Mais s'il y a plusieurs instructions, vous devez obligatoirement les mettre entre accolades.
Comme j'ai dit, le groupe d'instructions contient une ou plusieurs instructions. Donc le fonctionnement que je vous ai expliqué là, donc je peux aussi l'expliquer de manière graphique, avec un organigramme. Je vous ai parlé de la représentation d'un algorithme. Je vous ai dit qu'un algorithme, on peut l'écrire de manière simple, avec la notation, avec le pseudocode qu'on appelle le langage algorithmique. Par exemple, en France, qui est du français simplifié. On peut aussi le représenter avec un programme, avec un langage de programmation. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle un programme. Mais on peut aussi le représenter de manière graphique, avec des symboles. Mais je vous ai dit que la notation graphique n'est intéressante que pour de petits programmes ou bien pour expliquer une partie d'un programme. Mais si vous voulez l'utiliser pour un gros programme, donc vous allez être rapidement débordé parce que les figures là, la pléthore de figures va rendre le programme illisible. Mais c'est intéressant pour expliquer une partie d'un programme, surtout pour expliquer le fonctionnement des circuits de contrôle. Comme ça, c'est une représentation graphique qui explique le fonctionnement de la suite de contrôle if. Donc, les conditions, je les représente sous forme de losange. À l'intérieur se trouve la condition. Maintenant, les rectangles contiennent les instructions. Les instructions, c'est les groupes d'instructions. Donc, l'exécution commence par là, première flèche. Donc, l'ordinateur rencontre la première condition. Il y a deux possibilités, soit la condition est vraie, soit elle est fausse. Si la condition est vraie, donc il va exécuter, donc il passe par là pour exécuter le groupe d'instructions 1. Ensuite, il continue après la suite de contrôle. Bah, toutes les autres conditions et groupes d'instructions seront ignorés. Donc la suite de contrôle se termine et l'ordinateur va exécuter ce qui suit, ce qui est après la suite de contrôle. Il continue l'exécution après la suite de contrôle. Maintenant, si la condition 1 n'est pas vraie, c'est là, donc il va passer par là pour rencontrer la deuxième condition et la tester pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Si cette deuxième condition est vraie, il exécute le deuxième groupe d'instructions. Ensuite, il continue l'exécution après la suite de contrôle. Ce qui veut dire que les autres instructions et les autres conditions et groupes d'instructions seront ignorés. Maintenant, si la deuxième condition n'est pas vraie, si c'est faux, donc il va voir les autres conditions, ainsi de suite jusqu'à la énième condition. Si celle-ci est vraie, il exécute le groupe d'instructions N et la suite de contrôle se termine. Donc l'exécution se poursuit après la suite de contrôle. Si cette dernière condition n'est pas vraie, alors il va exécuter le groupe d'instructions qui est dans la partie, la dernière clause else. C'est-à-dire si aucune des conditions n'est vraie, il exécute le groupe d'instructions qui est là et la suite de contrôle se termine. Voilà le fonctionnement de ces suites de contrôle. Maintenant, on va voir son utilisation dans un programme. Donc, un programme qui affiche le plus petit de deux entiers donnés par l'utilisateur. Je veux comme le programme, donc dans cet énoncé-là, il y a beaucoup d'informations. Donc, programme qui affiche le plus petit de deux entiers donnés par l'utilisateur. Ça veut dire que dans ce programme, l'ordinateur doit recevoir deux entiers choisis par l'utilisateur. Pour ensuite chercher quel est le plus petit pour afficher sa valeur. Quel est le plus petit des deux. Donc, puisqu'il doit recevoir deux entiers donnés par l'utilisateur, dans le programmeur va mettre une instruction de lecture. Mais avant cette instruction de lecture, il va mettre une instruction d'affichage pour que l'ordinateur demande les deux entiers à l'utilisateur. N'est-ce pas? Donc, il faut mettre ces deux instructions pour la lecture des deux entiers. Donc, d'abord, demander les deux entiers. Donc je mets l'instruction printf pour l'ordinateur afficher ce message, pour que l'utilisateur sache qu'il doit donner deux entiers. Ensuite, je donne à l'ordinateur cette instruction pour qu'il reçoive les deux entiers que l'utilisateur va taper. Puisqu'il doit recevoir deux entiers, au préalable, je lui dis de préparer deux espaces en mémoire.
en faisant cette déclaration-là et de les appeler A et B. Et maintenant, dans la lecture, je lui dis de recevoir les deux entiers dans A et B, parce que je lui donne comme paramètre les adresses de A et de B. Maintenant, une fois que l'ordinateur reçoit les deux entiers, maintenant, il ne va pas venir afficher directement que le minimum c'est l'un ou l'autre, sans faire des tests. Parce qu'il vient, il affiche directement que le minimum c'est A, mais si l'utilisateur, les deux entiers sont tels que A n'est pas le minimum, l'affichage ne sera pas correct. S'il affiche que le minimum est B, alors que c'est A, l'affichage ne sera pas correct. S'il affiche aussi que les deux entiers sont égaux, l'affichage ne sera pas correct si l'utilisateur n'a pas donné deux entiers égaux. Donc ce qu'il affiche dépend des conditions. Donc les instructions là d'affichage, je dois les mettre dans une suite de contrôle pour contrôler quelle est l'instruction que l'ordinateur va afficher, va exécuter. Ça ou ça ou ça. Mais il ne va pas faire ça, il ne va pas faire les trois en même temps. Mais aussi, l'instruction qu'il va exécuter va dépendre des conditions que je vais poser. Donc les trois instructions-là, je dois les mettre dans une suite de contrôle pour contrôler comment l'ordinateur, leur exécution, n'est-ce pas, pour contrôler leur exécution en fonction des conditions que je vais fixer. Donc ça, c'est un exemple qu'on va tester. Donc il va montrer l'utilité des circuits de contrôle, de ces circuits de contrôle pour pouvoir résoudre le problème-là. Parce que sans ces circuits de contrôle, donc on n'aura pas un programme correct. Donc on va tester ça dans CodeBlocks. Donc le programme, je l'appelle minimum. Donc je l'ai fait avec l'autre groupe, je fais le même programme avec vous. Je l'enregistre dans le dossier des ingénieurs. Donc j'ai fait un programme qui s'appelle minimum. Bon, vous pouvez le taper vous aussi, hein. Donc je diminue un peu la taille des caractères pour que tout s'affiche correctement. Donc voici le programme. Donc si je n'utilise pas de suite de contrôle, vous allez voir que mon problème ne sera pas réglé parce que selon que l'utilisateur va donner, je n'aurai pas toujours un bon affichage. Par exemple, si je mets les trois instructions, le minimum c'est A, le minimum c'est B, les deux entiers sont égaux. Ça sont les trois possibilités. Ce sont les trois possibilités. N'est-ce pas? Mais si je lui mets les trois instructions, donc à l'exécution, qu'est-ce qui va se passer? Quel que soit ce que l'utilisateur donne, quels que soient les deux entiers donnés, l'ordinateur va afficher que le minimum c'est le premier, le minimum c'est le deuxième, il va afficher aussi que les deux entiers sont égaux. Pour preuve, si je lance l'exécution, donner deux entiers, je donne 2 et 5. 2 et par exemple 5. Dès que je valide, voilà, l'ordinateur m'affiche que le minimum est 2. Ensuite, il m'affiche que le minimum est 5. Déjà, ça, c'est pas correct, c'est pas vrai. Le minimum ne peut pas être à la fois 2 et 5. Soit c'est 2, soit c'est 5, soit les deux sont égaux, mais pas, n'est-ce pas? Dans ce cas particulier, le minimum c'est 2, c'est pas 5. 2 et 5 aussi ne sont pas égaux, n'est-ce pas? Donc, il doit afficher soit, il ne peut pas afficher les trois, il ne peut pas exécuter les trois, mais il doit exécuter ça ou ça ou ça, mais pas les trois en même temps. Je dis donc, puisqu'il doit afficher l'une des trois instructions, j'efface les deux autres.
Mais si je lui dis d'afficher que le minimum est A, mais à l'exécution, si je donne un entier A qui n'est pas plus grand que B, qui n'est pas plus petit que B, mon affichage ne sera pas correct. Parce que l'ordinateur affiche que le minimum c'est 4 alors que ce n'est pas 4. Mais il n'a fait que ce que je lui ai demandé de faire, moi le programmeur. Parce que je lui ai dit d'afficher que le minimum c'est la valeur de A. Alors que ici l'utilisateur a donné une valeur de A qui n'est pas plus petite que la valeur de B. De même, si je lui dis que le minimum c'est B, d'afficher que le minimum c'est la valeur de B, ça aussi ce ne sera pas correct si l'utilisateur donne une valeur de B qui est plus grande que la valeur de A. Comme à cette exécution-là, l'utilisateur donne 2 et 9. Une valeur de B qui est plus grande. Mais l'ordinateur affiche que le minimum c'est 9, alors que 9 n'est pas le minimum des deux là, parce que 2 est plus petit. Maintenant, si je lui dis d'afficher que les deux entiers sont égaux, ça aussi ce ne sera pas correct. Parce que je ne sais pas si l'utilisateur va donner des entiers égaux. Par exemple, à l'exécution, il peut donner 4 et 7. L'ordinateur affiche que les deux entiers sont égaux. Donc la seule manière de s'en sortir, parce que ici j'ai testé les trois types d'affichage, les trois possibilités d'affichage. Que le minimum soit A, ou bien B, ou bien que les deux entiers soient égaux. J'ai testé les trois individuellement, mais ça ne marche pas parce que l'utilisateur peut donner des choses qui ne correspondent pas à ce que je lui dis d'afficher. Donc la seule solution, c'est d'englober ces trois instructions-là, mais dans une suite de contrôle, pour dire à l'ordinateur de choisir l'une de ces instructions selon telle ou telle condition. Donc ces trois-là, je vais les mettre dans une suite de contrôle et indiquer à l'ordinateur laquelle il doit exécuter en fonction de telle ou telle condition. Si telle et telle condition est vérifiée, tu choisis telle ou telle instruction. Donc ces trois, je dois les mettre dans ce de contrôle. Parce que ces trois-là ne s'exécutent, chacune de ces instructions ne s'exécute que sous telle ou telle condition. Donc je dois les mettre dans une suite de contrôle. Donc ces trois, je les mets dans une suite de contrôle. N'est-ce pas? Maintenant, donc j'utilise la suite de contrôle if pour gérer l'exécution de ces trois-là. Maintenant, je lui dis si A est inférieur à B, c'est ça que tu exécutes, les autres tu les ignores. Si A n'est pas inférieur à B, mais A supérieur strictement à B, c'est ça que tu fais, tu ne fais pas les deux autres. Sinon, c'est-à-dire, si A n'est pas inférieur à B, n'est pas supérieur à B, c'est ça que tu fais. Ce qui fait que donc, quel que soit l'un de ces trois cas-là, le programme va bien se comporter. L'ordinateur va choisir la bonne instruction à exécuter. Si A est inférieur à B, c'est ici qu'il va entrer. Si A est supérieur à B, il va entrer pour exécuter ça. Si A n'est pas inférieur à B, n'est pas supérieur à B, c'est ici qu'il va entrer pour exécuter. Donc ça va marcher, quel que soit le cas, que A est inférieur à B, comme dans cet exemple, il affiche que le minimum c'est 4. Ou bien que A ne pas soit supérieur à B, dans ce cas, il va afficher que le minimum c'est B. Ou bien que les deux entiers soient égaux. Dans ce cas, il va afficher que les deux entiers sont égaux. Donc, quels que soient les choix de l'utilisateur, donc le programme va se retrouver parce qu'on lui a mis des conditions. Donc, pour choisir ce qu'il faut faire si telle ou telle condition est vérifiée. Donc, sans l'utilisation de ce contrôle, on ne peut pas faire un programme qui affiche correctement le minimum des deux entiers. Parce que l'utilisateur peut choisir ce qu'il veut. Mais grâce à la suite de contrôle if,
Donc on peut gérer donc les différentes situations. N'est-ce pas? Donc ça montre la nécessité de ce type de contrôle. Parce que sans ce type de contrôle, on ne peut pas faire un programme qui affiche le minimum de 2 entiers que l'utilisateur va choisir lui-même. Parce que moi, le programmeur, je ne sais pas ce qu'il va choisir. La seule manière de prévoir ces choix, c'est de faire des conditions, d'utiliser la seconde if. Si vous avez telle condition, faire ça. Sinon, j'essaie de prendre en compte tous les cas possibles. Donc l'autre exemple, un deuxième exemple, c'est un programme qui affiche la catégorie d'âge de l'utilisateur. Donc ici, au lieu d'afficher l'âge de l'utilisateur, mais le programme va afficher, va demander l'âge et va classer l'utilisateur comme étant un enfant, ou bien un adolescent, ou bien un adulte. Maintenant, comme règle, si l'âge est inférieur à 10, c'est un enfant. Si l'âge est compris entre 10 et 20, c'est un adolescent. Si l'âge est supérieur à 20, c'est un adulte. C'est ça qu'on va utiliser comme convention. Mais tout dépend des pays, quoi. Maintenant, pour cela, donc le programme on peut lui donner ces conditions pour qu'il affiche la catégorie d'âge de l'utilisateur selon son âge. Donc le programme là aussi, je l'ai testé avec l'autre groupe. On va voir comment on va utiliser la suite de contrôle if. Donc le programme catégorie âge. Donc j'ai fait le programme qui s'appelle catégorie âge. Donc dont le code est donné en exemple. Donc voici le programme. Donc l'ordinateur doit demander d'abord l'âge de l'utilisateur pour le récupérer dans la variable âge qui est préalablement déclarée ici. Ensuite, maintenant, il ne va pas venir afficher directement que l'utilisateur est un enfant. Il va regarder d'abord est-ce que son âge est inférieur à 10. Si c'est vrai, donc il affiche que l'utilisateur est un enfant. Si l'âge n'est pas inférieur à 10, il va regarder l'autre possibilité. Est-ce que l'âge est compris entre 10 et 20? Pour cela, voilà comment il faut écrire la condition. Il faut mettre une condition et l'opérateur logique est. C'est-à-dire âge supérieur ou égal à 10 et âge inférieur à 20. Voilà comment il faut écrire que l'âge est compris entre 10 et 20. Vous pouvez mettre aussi 10 inférieur ou égal à âge et âge supérieur à 10. C'est la même chose. Et âge inférieur à 20. L'âge est compris entre 10 et 20. C'est comme ça qu'il faut l'écrire en langage C. Ça veut dire que âge compris entre 10 et 20. Avec 20 exclu quoi? Ça c'est l'intervalle 10 fermé, 20 ouvert. C'est-à-dire l'âge peut être égal à 10 ou supérieur à 10, mais est inférieur à 10. Ça c'est compris entre 10 et 20. Avec 10 inclus et 20 exclus. Voilà comment il faut l'écrire. Il ne faut pas me mettre. Bon, je mets ça en commentaire. Parce que des fois, certains étudiants me mettent la notation mathématique parce qu'en maths, on met seulement donc âge inférieur à 10, inférieur à 20. Vous vous souvenez de cette notation-là en maths? Donc en C, si vous faites ça, si vous compilez, vous n'aurez pas d'erreur, mais à l'exécution, ça ne va pas donner le bon résultat. Parce que cette condition-là va ignorer cette deuxième partie. L'ordinateur va regarder seulement est-ce que âge inférieur
est-ce que 10 inférieur ou égal à âge, c'est-à-dire âge supérieur à 10. Mais il ne va pas regarder est-ce qu'à âge inférieur à 20. Ce qui fait que même si vous donnez un âge de 50, il va dire que vous êtes un adolescent. Parce qu'il va regarder est-ce que l'âge est supérieur à 10. Oui, et ça se termine. 50 est supérieur à 10. Mais il n'est pas inférieur à 20. Mais l'ordinateur ne va pas considérer cette partie-là. Parce que la condition, c'est seulement ça. Pour preuve, si je lance l'exécution, si je donne 50, il dit que vous êtes un adolescent. Alors 50, c'est un adulte. Parce que cette condition-là, il n'a pas regardé ça. Il a considéré que ça, seulement la première partie. Parce qu'en C, cette notation n'est pas correcte. Ça ne veut pas dire que H est compris en 10 et 20. Mais il regarde seulement est-ce que H est supérieur à 10. Il ne regarde pas cette partie-là. J'espère que vous avez bien regardé le résultat. Pour 50, il a dit que c'est un adolescent. Si vous voulez tester si l'âge est compris et inférieur à 10, non, est supérieur à 10 et inférieur à 20, il faut utiliser l'opération logique pour combiner les deux conditions. Il faut mettre âge, ça veut dire 10 inférieur ou égal à âge, ou bien âge supérieur à 10, et âge inférieur à 20. Il va regarder ça et ça. Maintenant, l'autre notation que je vous ai montré là, ça marche en Python. Mais en C, ça ne marche pas. Vous allez faire le langage Python avec M. Ndong, je pense. Mais ça marche en Python. Mais en C, il ne faut pas faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Donc la preuve, si je donne l'âge 50, pour âge égale 50, cette condition est fausse. Âge n'est pas inférieur à 10. N'est-ce pas? Parce que c'est 50. Mais aussi, âge n'est pas compris entre 10 et 20. Donc ça aussi c'est faux. C'est pourquoi l'ordinateur n'a pas affiché vous êtes un adolescent. Mais il a affiché vous êtes un adulte. Parce que âge 50 n'est pas inférieur à 10, n'est pas compris entre 10 et 20. Donc ça c'est faux, ça c'est faux. Donc il a exécuté le dernier bout d'instruction. Parce que âge n'est pas inférieur à 20, n'est pas compris entre 10. Âge n'est pas inférieur à 10, n'est pas compris entre 10 et 20. Donc c'est ça, cette partie-là, qui est vérifiée. Donc c'est cette dernière clause. C'est-à-dire l'âge n'est pas inférieur à 10, n'est pas compris entre 10 et 20. Donc il exécute le groupe d'instruction qui est là. Donc pour afficher, ça, vous êtes un adulte. Donc si l'utilisateur donne un âge qui est inférieur à 10, donc c'est cette condition qui est vraie, l'ordinateur il va afficher ça, il va ignorer les autres. Maintenant, ce qui suit après la suite de contrôle, c'est ça. Par exemple, je peux afficher une instruction ici. À la fin de la suite de contrôle, il va exécuter l'instruction qui suit, la structure de contrôle. Donc si je mets ici le message, si je veux qu'il affiche au revoir ici, après la suite de contrôle, donc on va voir ça après l'exécution de la suite de contrôle. Par exemple, s'il affiche, comme âge il met 5, il va lui dire vous êtes un enfant. Ensuite, il affiche le message au revoir. Je mets un /n ici. J'enlève les accents. Donc, à l'exécution, donc donnez votre âge, il donne 7. L'ordinateur exécute le groupe d'instructions qui est là, il ignore les autres. La suite de contrôle se termine ici. Mais après la suite de contrôle, quelle est l'instruction printf au revoir, il affiche au revoir. Mais il n'a pas affiché vous êtes un adolescent.
il n'a pas affiché vous êtes un adulte. Parce que les conditions de ces instructions ne sont pas vérifiées. C'est seulement la première condition qui est vérifiée. Il exécute le groupe d'instructions qui est là-bas, il ignore les autres. Si l'utilisateur donne un âge qui est entre 10 et 20, par exemple, il donne 10, il va afficher le deuxième message. Vous êtes un adolescent. Ensuite, il affiche le message qui est après la suite de contrôle, c'est-à-dire il affiche au revoir. S'il donne un âge qui est supérieur à 20, qui est supérieur ou égal à 20, il va afficher ce dernier message et le message au revoir. C'est-à-dire il n'exécute pas les autres instructions. Par exemple, il donne 23, il affiche vous êtes un adulte. Voilà. Donc ici, mes instructions sont des instructions uniques, c'est pourquoi je n'ai pas mis d'accolade, mais j'aurais pu mettre des accolades. J'aurais pu les mettre entre accolades. Par exemple, le printf là, les ensembles d'affichage, je pouvais les mettre entre accolades. Mais puisqu'elles sont uniques dans les groupes, les accolades ne sont pas obligatoires. Mais je pouvais les mettre entre accolades. Je peux les mettre entre accolades. Donc, ça aussi, c'est la même chose. Mais comme j'ai dit, j'ai une seule instruction. Les accolades ne sont pas obligatoires. Mais je peux aussi les mettre. Puisque vous êtes des débutants, vous pouvez systématiquement mettre les accolades. Moi, je suis rodé. Je sais que c'est une seule instruction, je ne mets pas d'accolades. Mais en tant que débutant, vous pouvez mettre des accolades. Ici, vous voyez, le groupe d'instructions, c'est seulement ça. Le printf, c'est en dehors de la suite de contrôle. Vous voyez, ça ne fait pas part de la suite de contrôle. C'est pourquoi, quel que soit le cas, il sera exécuté ça. Parce que c'est après la suite de contrôle. Si j'avais mis ça à l'intérieur, ici, dans ce cas, au revoir ne sera affiché que si l'utilisateur est un adulte. Parce que printf au revoir, ça se trouve dans le groupe d'instructions qui affiche que l'utilisateur est un adulte. Si l'utilisateur est un adolescent, il ne va pas avoir au revoir. Parce que l'affichage de au revoir se trouve dans ce groupe d'instructions-là. Par exemple, si l'utilisateur a comme âge 10, il voit seulement le message vous êtes un adolescent, mais il n'y a pas au revoir. Parce que l'affichage de au revoir se trouve dans le groupe d'instructions qui est là. Par exemple, s'il a comme âge 50, c'est là qu'il va avoir au revoir, par exemple, parce que c'est un adulte. Même si c'est un adolescent, il ne va pas avoir au revoir. Par exemple, 18, il voit seulement le message vous êtes un adolescent. Parce que l'affichage de au revoir se trouve ici. Mais si je mets ça en dehors, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la suite de contrôle. Ça va être exécuté quelle que soit la condition qui sera vérifiée. Parce que ça se trouve après la suite de contrôle. C'est pourquoi pour un enfant, par exemple 7 ans, il va avoir au revoir. De même, un adolescent, il va avoir au revoir le message. Parce que dans tous ces cas-là, comme dans le cas d'un adulte, l'affichage se fait après l'exécution du groupe de contrôle, du groupe d'instructions dont la condition est vérifiée. C'est comme si je mets printf dans chaque groupe de contrôle. Je peux mettre printf ici, printf au revoir, printf au revoir, printf au revoir. Ça veut dire que si âge est inférieur à 10, il affiche vous êtes un enfant, il affiche au revoir, le programme se termine.
Si l'âge est compris en 10 et 20, l'ordinateur affiche vous êtes un adolescent, il affiche au revoir, il sort. Sinon, il affiche vous êtes un adulte, il affiche au revoir, il sort. Au lieu de répéter ça dans tous les groupes de contrôle, dans tous les groupes d'instruction, je mets ça après la suite du contrôle. C'est que ça va s'afficher, ça va être exécuté, quelle que soit la condition vérifiée, parce que ça se fait après la suite du contrôle. Donc je peux mettre ça en dehors. N'est-ce pas? Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je vais vous tester pour voir si vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette suite de contrôle? Moi, particulièrement, je n'ai pas de questions. Donc les autres aussi, qui ne dit rien concerne, donc c'est-à-dire il n'y a pas de questions. Maintenant, pour voir si vous avez compris, donc prenons le programme H qu'on a fait tout à l'heure. Programme H. Donc vous tous, vous ouvrez votre programme H, le programme H que vous avez fait. Chacun ouvre son programme. Donc voici le programme H. N'est-ce pas? Bon, mais moi j'ai simplifié en mettant l'âge en 2020. Voici le programme H. Lisa te donne son année de naissance. Maintenant, s'il donne une année négative, comme je vous l'avais montré, par exemple à l'exécution, donnez votre année, il donne, par exemple, moins 1980, par exemple. Mais le programme lui affiche que vous avez 4001. Parce que l'ordinateur a calculé 2020, moins, ça fait plus. 1980, ça fait 4001. Est-ce que c'est correct? Bien sûr que vous ne savez pas correct. C'est le problème qu'on a fait. Il donne une année supérieure à 2020. Par exemple, il met 2050. Comme les années retour, les films retour vers le passé. Vous avez vu ce genre de film-là? « 2050. Donc il a moins 30 ans. Il est né en 2050. Ça aussi, c'est pas correct. Ça veut dire ici, il faut contrôler ce que l'ordinateur affiche. Si l'ordinateur donne une année négative, est-ce qu'il faut calculer son année, son âge et l'afficher? S'il donne une année positive, est-ce qu'il faut calculer son âge et l'afficher? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? S'il donne une année négative, qu'est-ce que le programme doit afficher? Donnez-moi une solution. Proposez-moi quelque chose. Si l'utilisateur donne une année négative, qu'est-ce que le programme devrait lui afficher? Est-ce qu'il doit lui afficher un âge? Ou bien il doit lui dire, vous devez donner une année positive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit lui dire donner une année positive. Positive. S'il donne une année supérieure à l'année 2020, est-ce que l'ordinateur doit calculer son âge ou bien il doit lui dire, vous devez donner une année qui n'est pas inférieure. Une année inférieure à 2020. Donc maintenant, modifiez le programme là. Maintenant, pour ne pas perdre le programme original, donc le programme, voyez, je l'ai ouvert. Je vais en faire une copie. Je vais copier. Je vais faire une copie de ce programme. Pour cela, je vais dans le menu File. Je fais Save As. C'est-à-dire enregistrer sous. Je vais enregistrer un nouveau programme avec un autre nom. Ce qui fait que l'ancien sera
sauvegarder. Donc vous allez dans File, Save As. Donc le programme age, vous ajoutez le nom, vous mettez age_if pour différencier, pour le différencier de l'autre. Age_if. Voyez, j'enregistre. J'ai un nouveau programme. L'autre, il est fermé. Maintenant, celui-là, je peux le modifier. Maintenant, dans ce nouveau programme, je vais mettre une suite de contrôle pour contrôler ce que l'utilisateur a tapé et pour contrôler ce que le programme va afficher. Donc, je vous laisse faire ça. Jusqu'à la prochaine fois. Vous allez essayer aussi de faire résoudre l'équation du second degré. Ax carré plus bx plus c égale 0. Vous vous rappelez? D'accord. Le trinôme du second degré. Oui, oui. Oui. La banque de la sous contrôle ici, si delta est positif, Oui. les racines sont calculées comme ça. Si delta est nul, voici la racine double. Si delta est négatif, il y a des racines complexes, mais là-bas, pour ce cas, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de racine réelle, quoi. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, pour calculer la racine carrée, parce que racine de delta, il faut utiliser la fonction SQRT qui est dans math.h. Donc, il faudra faire ça. S input math. Maintenant, il y a la fonction SQRT. Par exemple, si vous calculez delta, maintenant racine de delta, c'est SQRT, n'est-ce pas? De faire delta. Donc, si je fais float R, R égale SQRT de delta. Donc, si R égale SQRT de, par exemple, racine de 25. Donc, si j'affiche racine de 25, le programme qui pousse la libre math.h, si j'affiche racine de 25, ça c'est la fonction racine carrée. Hein? Donc, vous dites la racine de, donc la racine de 25 et pourcentage f donc la racine de 25 est 5, n'est-ce pas? Donc ça c'est la fonction racine carrée. Si vous voulez l'utiliser pour calculer la racine de delta, vous incluez math.h. Maintenant vous faites un programme qui demande à l'utilisateur de donner les coefficients ABC. Si donne ABC, vous calculez delta, il faut regarder, il faut que A soit différent de 0. Donc vous essayez cet exemple. Vous terminez aussi l'exemple que je vous ai donné. Vous faites le programme trinôme.c pour résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. C'est-à-dire donc vous devez avoir en entrée ABC. Donc l'utilisateur doit donner ABC comme des réels. Si a ABC, vous pouvez calculer delta, avoir le signe delta et calculer les racines. N'est-ce pas?